Un micro fixe. Et voilà. Jean-Pierre, mon gendre, disait qu'il connaissait plein d'orateurs, ceux qui parlaient avec rien, ceux qui parlaient avec au moins 100 pages, etc. J'ai un de mes collègues juristes, c'est comme à l'agrégation, là, qui faisait le concours avec une carte de visite, et puis d'autres avec plein de feuilles. Bon, moi, je voudrais d'abord, si vous voulez, remercier Jacques. Voilà, remercier Jacques. Il marche ce micro-là, Jacques? Oui. Remercier Jacques de ce cadeau qu'il fait chaque année. Hein. Je crois que c'est un. Il fait toujours des cadeaux. Oui, je sais. Mais je crois qu'il faut que ça puisse continuer. Hein. Il y a des rendez-vous l'année prochaine, donc il faut que le dieu des fourmis, le dieu des étoiles, permettent à Jacques, mais je crois que c'est bien parti, d'être réélu. Je ne sais plus combien de fois ça fait, parlementaire au-delà de maire, de telle façon que ça puisse, que ça puisse continuer. Même moi qui ai tendance à dire, bon, les grands rendez-vous, c'est pas la présidentielle d'avril 2017, mais les grands rendez-vous, c'est 2018, le référendum sur la Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'on perd ou est-ce qu'on garde notre porte-avions stratégique dans le Pacifique? Même moi qui dis la France, oui, bon, Perpignan, parce qu'il y a eu Salvador Dali, bien sûr, bon, Hiroum, Ventimille, mais quand même, il y a Clipperton, il y a Nouméa, il y a la Terre Adélie. Eh bien, même moi, je fais quand même une exception. Je dis quand même si mon combat, c'est de garder la France archipel en entier. Je me dis que quand même, il faut commencer par garder Orange. Hein, voilà, donc il faut garder faut garder la place. Voilà, donc je fais une exception. Voilà, dans ce combat, j'allais dire planétaire, parce que la France est un des rares pays au monde qui est une puissance monde. Hein. On croit toujours que nous avons une frontière avec le Luxembourg et avec Andorre. Non, nous avons une frontière avec le Brésil. C'est même la plus grande frontière française. Nous avons une frontière avec l'Australie. C'est même une des plus grandes. Voilà. Mais quand même, de temps en temps, il m'arrive de redescendre sur Terre et de savoir qu'il y a Orange et que c'est Orange le seul endroit où je peux parler. C'est pas rien. Et puis finalement, si vous êtes promené, on l'a fait hier soir, dans les rues d'Orange, en allant à Caderousse, ben vous avez vu qu'il y a des panneaux. Alors il y a deux types de panneaux. Il y a ceux qui annoncent Zemmour, bon ça c'est voilà, mais il y a ceux qui annoncent qu'il y a une élection cantonale. Voilà. Et une élection cantonale, et il y a Yann, voilà. Donc je fais deux exceptions. Quand je ne suis pas en Nouvelle-Calédonie, quand je me préoccupe à la Terre Adélie, je me préoccupe d'Orange et de Caderousse et de la cantonale de Yann. Parce que un enracinement, c'est sur deux pieds. Donc il faut qu'il y ait la femme, le père et le fils. Et moi, je serai chargé de vous parler de l'autre, le Saint-Esprit. Voilà, donc je souhaite aussi à Yann bonne chance. Hein. Voilà, c'est pareil. Alors, Jacques, qui est un esprit malicieux, finalement, pas pernicieux, malicieux, finalement, il s'est dit, bon, je vais demander à Martinez de traiter un sujet impossible vers l'union des droites. Voilà, bon, pas de la droite, des droites. Il s'est dit, bon, comme scientifiquement, il raconte des choses impossibles, la suppression de l'impôt sur revenu, comme quand il écrit un livre, Autant n'emporte l'Europe, en 1989, où déjà il dit, il faut faire le Frexit. Bon, voilà, puisqu'il est le champion de l'impossible, puis autant qu'il fasse la réunification des droites. Et voilà, c'est comme ça qu'il a pensé me confier l'union des droites, qui a d'ailleurs existé. C'était même un parti politique au tout début de la Troisième République, qui a duré une vingtaine d'années, qui s'appelait l'Union des droites, et qui réunissait ce que René Raymond, pour les gens très savants, appelait la droite orléaniste, la droite légitimiste, la droite bonapartiste, et ils ont régné une vingtaine d'années sur... Ils ont fait... C'est à eux que l'on doit l'élection du président McMahon, président de la République. Il avait vu plein de pluie sur Orange, et c'est là où il a dit que d'eau. Et c'est eux qui ont voté la République, en attendant que Dieu rappelle le comte de Chambord, etc. Et donc, ils ont fait la République. Et alors qu'ils avaient fait l'union des droites par hostilité à la République. Hein, voilà, donc, et c'est quelque chose d'important. On ne réalise une union toujours que contre. L'Union européenne s'est fait contre le danger soviétique, avec la bénédiction des États-Unis d'Amérique. Quand on a fait le marché commun en 1957, c'est parce que Nasser nous avait embêtés sur le canal de Suez, et on a essayé... On fait toujours une union contre. Et là, l'union des droites s'était faite contre, ou en tout cas par hostilité, avant que Léon XIII donne le feu vert en disant, bon, allez les amis, bon, allez, bon, on accepte, alors, on accepte, voilà. Mais bon, je referme la parenthèse. Donc, ça, et c'est intéressant. C'est parce que l'union des droites a eu lieu que, de façon un petit peu christique, il y a cette quête incessante de l'union. C'est la phrase,
je n'ose pas dire moi, magnifiques de Jésus, bon, parce qu'elles sont toutes magnifiques, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas déjà trouvé. Et c'est parce que précisément l'union des droites avait été trouvée au début de la République qu'on continue à chercher cette union des droites qui n'est pas, et c'est pour ça encore une fois que Jacques me l'a confié, qui n'est pas facile. C'est pas facile parce que c'est un pavillon, à droite, qui recouvre des réalités très, très nombreuses et très diverses. Bon, il y a par exemple, il y a la droite molle. Jacques et moi, nous l'avons dénoncé pendant des années. Vous savez, comme les montres de Salvador Dali, les montres molles. Il y a la droite des montres Rolex ou des montres Cartier. Bon, il y a la droite de Martinez, des montres Swatch. Bon, c'est plus modeste. Voilà, Et donc il y a plein de droites, la droite flexible, la droite irascible, la droite frileuse, François Bayrou, la droite honteuse qui demande pardon de, je sais pas quoi, de Pétain, de tout ce que vous voudrez, la droite menteuse qui un jour est contre le mariage pour tous, qui le lendemain est pour le mariage pour tous, selon qu'ils sont devant le sens commun ou le sens pas commun. Il y a la droite fielleuse, il y a Fillon qui pense à Copé, il y a la droite gouailleuse, il y a des gens qui pensent à Marine, la droite pompeuse, VGE, la droite mielleuse aussi. Vous n'y paraissez point, mamie, tant vous semblez doucette, mais il n'est pire que l'eau qui dort, voyons Marion, etc. Et puis après, bon, il y a toutes les droites que vous voulez, la droite libre, la droite forte, la droite républicaine, la droite nationale, la droite d'avant-garde avec Charles Millon, la droite institutionnelle, la vraie droite, la fausse droite, la droite des valeurs, Philippe de Villiers, enfin, il y en a pour tout le monde. Et puis il y a la droite de Béziers, la droite d'Orange, la droite de Neuilly, la droite de Nanterre, la droite de Vendée, celle du Puy du Fou, la droite de Pau, de Bordeaux qui fait alliance dans les primaires, la droite de Chamalières, la droite de Hier avec Dupont-Aignan, enfin bon, la droite de Rome avec Christine Boutin, la droite de San Francisco avec Philippot, la droite de Washington avec Sarko, enfin voilà, il y a des droites pour tout le monde. Et évidemment, il faut mettre tout ça ensemble. Et c'est le programme que me propose Jacques, comment unir tout ça. Alors, je vais vous raconter une histoire, parce que je suis méridional, donc j'ai plein d'histoires, et j'en ai vécu beaucoup. C'est le privilège d'avoir un peu plus d'une vingtaine d'années, encore que grâce à mes étudiants, dans mon amphi, je crois que j'ai toujours 20 ans, si vous voulez. Bon, voilà. Alors, cette histoire, elle est très simple. Un jour, je suis sous un parasol, et je vous assure que c'est vrai, au Portugal, avec le président Le Pen. Et nos camarades sont en train de se baigner, et Jean-Marie et moi, on est restés sous le parasol, prudents, on sait qu'un mélanome, ça s'attrape très vite au soleil, etc. Et à un moment donné, j'ai dit, président, qu'on était soutenus, j'ai dit, écoutez, président, vous savez, là, j'ai une étudiante, je suis allé à son mariage, c'est Chirac qui l'a mariée, vous la connaissez d'ailleurs, bon, je n'ai pas dit son nom, elle vient de faire, elle a fait un beau mariage avec un gros avocat, elle est très belle, vous la connaissez, président, et elle est vraiment très très amie avec Philippe de Villiers, donc j'ai le contact, et puis vraiment le contact, vraiment le bon contact. Et président, on pourrait parler avec Philippe, quoi. Et alors Le Pen m'a dit, gros lapin, on n'est pas bien tous les deux sous le parasol, pourquoi tu veux qu'on s'emmerde avec de Villiers, quoi. Premier point. En sens inverse 2002, président Le Pen va être au deuxième tour, et j'avais Philippe de Villiers qui me téléphonait au moins 3-4 fois par jour. On dit, mais écoute, est-ce que tu es sûr, Jean-Claude, qu'il ne faut pas que j'y aille? Mais Philippe, n'y va pas. Je suis sûr qu'il va être au deuxième tour. Philippe, n'y va pas, ça ne sert à rien, il va être au deuxième tour. Et vraiment, je l'ai tenu pendant des semaines pour ne pas qu'il y aille. J'avais raison, il était au deuxième tour. Et alors, après ça, je dis, écoute, Philippe, bon, voilà, le truc à forer, il est au deuxième tour. Tu devrais l'autoriser à dire que tu seras Premier ministre, et comme ça, tu vas participer. Voilà, bon, et tu prendras date. Réponse de Philippe de Villiers. Mais non, c'est des conneries, tout ça. Mais c'est non, Jean-Claude, c'est des conneries, tout ça. De toute façon, c'est terminé pour lui. Donc, j'ai plus qu'à attendre. C'est moi qui vais récupérer l'électorat du Front National. J'ai dit, Philippe, tu récupéreras pas, parce que il n'y avait pas Marine à l'époque, Napoléon ne perçait pas encore sous Bonaparte, mais bon, il y a Gollnisch, il y a moi, donc on ne va pas te laisser la place. Donc viens, prends position, fais la queue comme tout le monde, tu arrêteras. Et il m'expliquait que non, il ne fallait pas s'unir. Donc Le Pen me disait, gros lapin, on est bien tous les deux sous le parasol, et l'autre, de l'autre côté, me disait, c'est pas la peine de s'unir. Vous voyez, c'est une anecdote vécue, réelle, pour montrer que c'est un peu plus compliqué que ça. Alors, d'où vient cette histoire-là ? Et qui fait que Jacques me pose le sujet, qui fait que tous on aimerait. On est un peu comme les enfants du divorce. Les enfants du divorce, ils rêvent que le père et la mère, voilà, que ça recommence, que tout soit ensemble, quoi.
Et les électeurs de droite, et d'ailleurs de gauche, d'ailleurs, tous les électeurs français, sont un peu les enfants d'un divorce qui s'est mal passé. Voilà. Il y a un divorce français qui s'est mal passé, et qui me fait dire que le bon candidat à la présidentielle l'année prochaine, il y a de bons candidats, y compris moi d'ailleurs, mais je pense que le bon candidat serait Françoise Dolto. Vous savez, cette psychologue, pédopsychologue, ou mon vieux maître, Pierre de Bréritzen, qui était le pédopsychiatre de l'hôpital Necker. Parce que je crois que la France, notre pays, il va y avoir beaucoup de problèmes. Bon, ici, on a mis le projecteur sur un problème. À la grande époque, on disait les bougnoules, mais peu importe. Mais il n'y a pas que celui-là. Il n'y a pas que celui-là. Il y a un problème ophtalmologique, par exemple. La France a un problème ophtalmologique et pas politique. Par exemple, la France a perdu la vision périphérique. Elle ne voit pas Clipperton, elle ne voit pas la Terre Adélie, elle voit le précaré. Il n'y a personne qui dit oui, Clipperton, tout le monde s'en fout d'ailleurs. Oui, Clipperton, pour voir. Vous voyez, bon, il y a un problème ophtalmologique. D'ailleurs, en plus, on manque d'ophtalmo. Mais au-delà de ce problème ophtalmologique, je crois que nous avons un grand problème psychologique. Je crois que le pays est à droite comme à gauche. Il y a, on le sait tous, mais on a un cadavre, si vous voulez. Je vais vous raconter une deuxième anecdote, et ça existe, les cadavres dans le placard. Ma bonne amie Marie-France Garot, on a été députée pendant des années, et me racontait qu'elle avait été candidate, elle aussi, à la présidentielle, mais elle avait réussi. Moi, je suis simplement candidat à la candidature. Et elle me racontait que 15 minutes, tous les journalistes allaient arriver dans sa petite permanence à Paris, et 15 minutes avant, son directeur de cabinet meurt, il tombe, il meurt. Et les journalistes commençaient à arriver. Ni une ni deux, avec une des secrétaires, elles arrivent à le soulever. Elle l'enferme dans le placard derrière la table où Marie-France allait faire la conférence. Elle boucle le placard, elle fait la conférence. Une fois que la conférence est sortie, et ils ont terminé, elle a sorti le mec, elle a appelé les pompiers, elle est venue le récupérer. Donc, ça veut dire que les cadavres dans le placard, ça existe. Et il y en a, il y a un cadavre français dans le placard. Si vous voulez. Il y a une blessure française. Alors, je dis les choses de façon amusante parce que les choses sérieuses doivent se dire de façon amusante. Les choses graves ne doivent pas se dire gravement. C'est les conneries qui doivent se dire de façon grave. Nous avons une blessure qui est enquistée, qui est refoulée, qui est mal cicatrisée, et une blessure qui traîne depuis maintenant 213 ans, et qui fait le problème français. Si vous voulez, et qui fait toute la quête de la droite et de la gauche, parce que la gauche aussi cherche son union. Il suffit de les voir dans quel état ils sont. Montebourg, puis je sais pas quoi, monte à l'envers, monte je sais pas quoi. Il y en a plein, il y en a tellement, j'en reviens plus. Il y a Macron aussi, c'est Giscard qui a oublié l'accordéon. Enfin bon, il y en a plein. Quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ça s'est passé, vous le savez, en juin 89, il y a la constituante. Il y a ceux qui se mettent à droite du roi, il y a ceux qui se mettent à gauche du roi. Et la France invente déjà le concept de droite et de gauche. La France a inventé les grands concepts, on l'oublie tout le temps, les grands concepts, les grands outils avec lesquels l'humanité se gère ont toujours été inventés par les Français. Le concept de souveraineté, Jean Baudin, le principe des nationalités, le concept de droite et le concept de gauche, nous avons même inventé la TVA, à laquelle 153 pays s'alimentent. Voilà. Et dans cette situation de 89, alors après, bien sûr, il y aura la convention, ça sera plus droite-gauche, ce sera en haut en bas, la montagne, la Gironde, mais le concept droite-gauche va marcher très fort. Dans ce concept-là, le point d'équilibre, le point d'union, qui fait qu'il n'y a pas la névrose actuelle, on n'a pas besoin de poser la question de Jacques, comment on fait l'union de droite, et la question de Hollande, comment on fait l'union de gauche. C'est le point d'équilibre, le point de synthèse, c'est le roi. Et c'est par rapport au roi que se fait la droite et pas la gauche. Parce qu'on serait bien embêtés les uns les autres pour savoir ce qu'est la droite ou c'est la gauche. Bon, on sait que la droite, c'est pas la gauche. Bon, très bien, mais ça renvoie au point de savoir ce qu'est la gauche. Qu'est-ce que c'est la droite? Est-ce que c'est la liberté? Alors que la gauche, c'est l'égalité. On peut même pas dire que c'est la droite des valeurs. On peut même pas dire que c'est la droite, c'est qu'il y a des gens qui sont contre le mariage pour tous. Il y en a un, il risque d'être président de la République, il est pour le mariage pour tous. Donc, vous voyez, quels que soient les critères qu'on prend, il n'y en a aucun qui marche à 100%. Le critère des valeurs ne marche pas, le critère économique ne marche pas, sont donc tous libéraux, le critère du marché. Donc c'est très difficile de trouver le critère. Alors que 89, on avait le critère à droite du roi ou à gauche du roi. Et on avait en même temps la synthèse. Ce qui a fait le drame, et c'est ça qui fait le problème, c'est qu'il y a eu l'égorgement du roi. C'est le Daesh politique français. Hein, voilà, c'est ça qui a créé le problème.
C'est la scène primitive, au sens de Freud. La scène primitive française, c'est la décapitation du roi. Et ça, c'est dans la psychanalyse française, c'est ça le grand problème. Et ça a plongé, dès lors qu'on avait perdu la référence, le point qui permettait de savoir ce qu'était la droite et la gauche, ben ça a plongé les deux côtés dans une quête oedipienne, dans une quête tragique grecque de Échille, de tout ce que vous voudrez. Chacun cherche son unité. Et ils ont perdu le point d'unité, qui était le point d'unité, le roi. C'est Georges Pompidou, le nogordien, qui dit « Quand les Français ne s'aimaient pas ». Quand les Français ne s'aimaient pas, c'est 93 évidemment, les cannibales à Caen, parce qu'on se mangeait au sens exact du terme. Hein. On ne mettait pas que des gens sur des bateaux. À Caen, on se mangeait pas. 1945, 44, l'épuration. Tetjen, social-démocrate, du parti de Bérou, enfin bien avant Bérou, se vantera d'avoir décapité plus de gens que Robespierre. Centriste. Voilà, c'était au moment où la France ne s'aimait pas. Bastien Thierry, les années 60, au moment où la France ne s'aimait pas. 68. Et donc, il y a plein de périodes dans l'histoire de France. Et puis, le Figaro, M. Ruffiol, qui nous parle de la guerre civile qui vient. Mais il y a eu plein de moments. Parce qu'on a perdu le facteur de synthèse, le liant, l'huile. Il y avait une chanson, il y a à l'époque de Jacques et de moi, petit homme met de l'huile, petit homme met de l'huile, etc. Et l'huile, évidemment, sur le feu français, c'était le roi. Alors, c'est dans ce contexte-là, qui est un contexte psychanalytique, finalement. C'est ça le problème français. Hein. Nous avons commis l'irréparable. Et voilà. Et on traîne, là, tout à l'heure, il y avait Cécile qui parlait, le syndrome post-traumatique. Eh bien, la France a un syndrome post-Louis XVI. Alors, on ne peut pas se le dire, c'est loin, c'est enquisté, c'est refoulé, mais on a cette histoire. Alors, à partir de là, à gauche et à droite, on se met en quête de l'unité perdue. Comme, voilà, une espèce de paradis de l'unité, un seul roi, une seule religion, un seul pays. Voilà. La quête de ce paradis perdu. Alors ce chemin que me propose de parcourir, de trouver ou de tracer Jacques, comme tous les chemins, il y a un point de départ, comme tous les chemins, il y a un point d'arrivée, et comme tous les chemins, il y a un point intermédiaire. Et donc ce chemin qu'on doit parcourir, il est à 3 temps. Le départ, l'arrivée et le point intermédiaire. Au départ de ce chemin, et nous, pour ce qui nous intéresse ici de l'union des droites, il y a toute une série de questions, mais des questions qui sont mal élevées, quoi, qu'on ne pose pas entre gens bien élevés, quoi, voilà. Des questions interdites, comme chez les Chinois, la cité interdite, si vous voulez, où il y a tous les oligarques qui sont là, on passe une étape, 2 étapes, et on arrive à la cité interdite. Alors, ces questions mal élevées, qu'au point de départ, voilà, bon, on fait l'union avec qui? On fait l'union autour de qui? On fait l'union, pourquoi? Pour quelle motivation on fait l'union? Et encore pire, on fait l'union au profit de qui? Parce qu'il y en a toujours un qui gagne, il y en a toujours un qui perd. Bon, tout ça, voilà, si on veut marcher ensemble, il vaut mieux qu'on ne se le demande pas, quoi. On fait semblant de ne pas le comprendre. Qui est-ce qui va gagner dans l'union? Qui est-ce qui va perdre? Autour de qui on va le faire? Autour de quelle famille? Autour de quel parti? Voilà, c'est des questions qui fâchent, quoi, donc il ne faut pas en parler. Bon, après, une fois qu'on a démarré le chemin, qu'on n'a pas posé des questions dans la cité interdite, on rentre dans la politique classique, on est dans la cité des hommes. Il y a la cité interdite, il y a la cité des hommes. Alors là, bon, ce que me demande Jacques, c'est de raisonner, bon, comment on fait pour faire l'union? Ça, bon, l'union, comment faire? Ça, c'est banal, on n'a pas trop de problèmes. Et puis après, une fois qu'on a parcouru le chemin, le départ, la cité des hommes, et puis on fait l'union pourquoi? Pour quelle destination? On se met en chemin pour aller où? L'union pour quelle téléologie? Pour quelle finalité on fait l'union? Il y a 3 étapes. Vous voyez la question vers l'union des droites, et d'ailleurs Jacques l'a bien sorti, vers l'union des droites, mais vers c'est vers quelque part, c'est vers la destination. Donc il y a 3 réponses, si vous voulez. Il y a une étape où il y a quelques questions, je vais juste les effleurer. Il ne faut pas en parler, elles sont interdites. Il y a une étape où on peut en parler, bon, ben c'est banal, tout le monde le voit, c'est comment on fait. Est-ce qu'on le fait à Béziers? Est-ce qu'on le fait à Orange? M. Ruffiol, hier soir, disait,
Voilà, est-ce qu'on le fait en bas, est-ce qu'on le fait par en haut, est-ce qu'on le fait par en bas, voilà. Et puis il y a la grande question, moi c'est celle qui m'intéresse, c'est un petit peu ce que faisait Cécile tout à l'heure, et ce que fait Jean-Pierre Maugendre, etc., mais qui paraît un peu stratosphérique finalement. C'est l'impensé, ce qu'on ne dit pas, c'est-à-dire la finalité, la téléologie, et là on n'est plus dans la cité interdite, on n'est plus dans la cité des hommes, on est Saint-Augustin, la cité de Dieu, si vous voulez, un petit peu. Voilà un petit peu les trois étapes de ce chemin que me propose de parcourir mon ami Jacques, encore une fois, avec Malice. Alors, d'abord, les questions interdites rapidement, mais très très vite. Bon, on fait et je vais vous raconter des histoires. On fait l'union autour de qui? Et je parle sous le contrôle de Béatrice, nous avons vécu, je ne sais plus où est Béatrice, Béatrice Bourges, je vais être par là. Bon, j'espère qu'elle n'est pas repartie. Voilà. Nous avions j'avais pris mon bâton de pèlerin avant les européennes, j'étais allé voir tout le monde, Nicolas Dupont-Aignan, vous voyez, moi aussi, je voulais faire l'union des droites. J'étais allé voir Nicolas Dupont-Aignan, j'étais allé voir Madame Boutin, Christine, et Nicolas Dupont-Aignan m'avait répondu, m'avait dit de façon très elliptique, très gaulliste, bon, pourquoi pas, mais pas plus, pourquoi pas. Puis j'avais invité à déjeuner, voilà, c'est le maire de Montfermeil, Xavier Lemoine, il m'a dit, mais tiens, voilà le téléphone de Christine Boutin, très respectueusement, Madame la ministre. Bon, moi, je sortais du Front National, donc j'étais habitué. Donc j'avais pas de difficulté, je me cours devant Jean-Marie ou devant Christine. Et oui, mais bien sûr, mais je vois que c'est mon cher collègue. Et ben, je dis, Christine, voilà, Béatrice Bourges qui arrive à temps. J'avais dit, écoute, Christine, je vous invite à la Méditerranée, parce que moi, je suis méditerranéen, à Paris. Et voilà que nous déjeunons, Christine et moi. Et enthousiaste, elle a un côté délicieux, Christine. Béatrice, j'étais en train de parler de vous. Et elle a un côté délicieux, une petite fille, adorable. Mais Jean-Claude, vous me troublez. Je pensais tout abandonner. Et donc elle appelle tout de suite son mari, je ne sais plus comment il s'appelait, en disant, écoute, on me soumet à la tentation, est-ce que tu es d'accord? Mais évidemment, son mari était d'accord, sinon il aurait pris deux tartes. Voilà. Et Jean-Claude, je vous donne mon accord, on va travailler, on va faire quelque chose. Ça. Et Christine Boutin a dû appeler Béatrice Bourges, et c'est pour ça que j'attendais que Béatrice Bourges arrive. Et nous retrouvons, Christine Boutin, Béatrice Bourges, une gamine qui sortait la manif pour tous, une petite débile, là, dont je sentais qu'elle ne tiendrait pas longtemps. Et puis, je ne sais plus. Et c'est un étudiant qui nous offre sa chambre au rez-de-chaussée. Et nous voilà réunis comme des conspirateurs, Béatrice Bourges, Jean-Claude Martinez, Christine Boutin, une petite jeune fille, et puis je sais pas, l'étudiant, etc. Et voilà, très bien. Et voilà. Au cours de cette rencontre, je commence déjà à dire, et encore une fois sur le contrôle de Béatrice Bourges, mais il faudrait quand même qu'il y ait Nicolas Dupont-Aignan. Et là, je sens que ça tire, que Christine ne veut pas de Nicolas Dupont-Aignan. Alors Xavier Lemoine, qui est plus malin que moi, parce que moi je suis un peu brut de décoffrage, je ne connais pas les bonnes manières, tout ça, m'explique qu'il ne faut pas trop insister. Très bien, très bien. Et nous avons des réunions, et puis nous arrivons d'ailleurs à une réunion, nous tombons en accord, il y a Béatrice qui est là, nous embarquons Christian Louis, le bras droit, sinon l'âme damnée de Philippe de Villiers, et nous décidons que nous allons faire une conférence de presse commune. On doit être au tout début, vers le 10-11 juillet 2013. Et tout un mur de caméras. Et chacun parle 5 minutes dans une bonne démocratie populaire, et bourgeoise et versaillaise, etc. Et donc, Béatrice Bourges dit ce qu'elle a à dire, moi je dis ce que j'ai à dire, en essayant de marcher sur les pieds de personne alors que j'en meurs d'envie, etc. Et Christian Louis parle, etc. Et nous voilà, nous avons réussi l'opération, tous les médias sont là, et nous avons réussi l'opération à 12-13%. Et nous venons de constituer un truc qui va peser 12-13%. Gollich m'appelle en disant « Bravo, tu as réussi un beau truc. Voilà, tu as réussi un beau truc. Bon, très bien, je suis content de moi. » Et là, notre amie Christine Boutin part en vacances. On ne sait pas pourquoi elle part en vacances au moment où le combat va commencer. Il ne faut surtout pas partir en vacances. Et partant en vacances, ayant rassemblé des gens qui n'étaient pas habitués à faire la politique, il faut bien appeler un chat. Quand on fait la politique, on est habitué à obéir, à fermer sa gueule. Surtout nous avons sorti d'une très grande école. Quoi. Et bon, mes amis qui n'étaient pas habitués, qui n'étaient pas sortis de la grande école, évidemment, pendant que le chat est parti, toutes les souris que le chat
et toutes les souris que le chat a rassemblées, toutes les souris se mettent à danser dans tous les sens. Et Christine Boutin, qui est partie, dit-elle, en Afrique du Sud, m'appelle régulièrement, me dit, oh Jean-Claude, ça complote, ça complote. Bon, moi, je sortais du front, j'étais habitué au complot. Je dis, mais Christine, ça complote, c'est la vie, c'est normal, Christine, ça complote. Ah non, Jean-Claude, je ne travaillerai pas avec eux, je travaillerai qu'avec vous. Moi, j'étais très fier, en me disant, putain, si tu travailles qu'avec moi, on ne fera pas grand-chose tous les deux. Bon, enfin bref, nous arrivons au mois de septembre où Christine revient de vacances, et voilà, et c'est pour ça que je voulais avoir Béatrice Bourges qui est là, pour vous dire la première question, on fait l'union avec qui? Et nous avons une réunion à l'Assemblée nationale, où Christine m'a téléphoné avant en me disant qu'elle va péter la baraque, qu'elle va virer tout le monde, et qu'elle veut que moi. J'étais très fier qu'elle voulait que moi, mais moi je voulais tout le monde. Je voulais tout le monde, je voulais notamment Dupont-Aignan, Béatrice Bourges, je voulais que tout le monde reste ensemble. Voilà cette réunion, et donc elle est exécrable, etc. Et là, Béatrice Bourges, je parle sous son contrôle, elle va confirmer, j'espère ne pas infirmer, entre guillemets, pose 3 questions. Elle pose 3 questions, je m'en souviens, elle pose 3 questions, qui étaient raisonnables. Il y en avait une qui était raisonnable, Christine, avant qu'on marche en opération, clarifiez votre position avec Nicolas Sarkozy. Voilà. Il y avait une deuxième question qui était très bonne, une excellente question. Ce n'était même pas une question, c'était une affirmation, et qui est le cœur de la conférence. Christine, nous voulons bien faire une union avec vous, à côté de vous, mais pas derrière vous. Et ça répondait à la question, l'union avec qui? Et puis il y avait une troisième question, pardon Béatrice, que je pense était un peu de mauvaise foi, on ne sait pas quel est le programme. Ben oui, le programme c'était quand même la vie, on le savait tous le programme, bon, mais c'était pas grave. Et là, bon, l'autre qui attendait que le prétexte pour tout exploser, mais non, vous voulez pas être avec moi, si t'es pas avec moi, t'es contre moi, elle veut virer tout le monde, très bien. Nous revoilà sur le trottoir devant l'Assemblée nationale, moi essayant, avec ma petite expérience, j'avais déjà vécu ça pour Jacques et pour Marie-France Irbois, essayant de calmer le président Le Pen, mais président, vous savez, comme est Jacques, et puis sa fille Marie, et là, bon, essayant de rabibocher comme je peux, d'essayer de parler à Béatrice, mais non, Jean-Claude, non, ça va m'exploser après. Bon, l'autre un peu hystérique. Donc, à la question, on fait l'union avec qui? Et la proposition de bon sens, on fait l'union les uns à côté des autres, et pas en ringuette. Mais vous voyez, l'union, pour des gens, c'est l'union avec qui? Et derrière qui? Deuxième exemple, toujours la même histoire, je voulais qu'il y ait Nicolas Dupont-Aignan, parce qu'il pesait 4, moi qui suis quand même une personnalité très importante, je pèse quand même 0,8, donc voilà, d'élection, je pèse 0,8, ben, c'est comme ça, je pèse 25 000 voix, point barre. Alors multiplié par 13 régions, je dois peser 300 400 000 voix. Bon, ben, si chacun me donne en France, ça fait pas mal, bon, ben, enfin, voilà. Mais Dupont-Aignan, en dépit de, même s'il se croit, il a un peu la grosse tête, quoi, ben, il croit tous les jours qu'il est à Londres et qu'il parle français, française, enfin, et donc, je voulais qu'il y ait Dupont-Aignan. Non, pas Dupont-Aignan, vous ne le connaissez pas, Jean-Claude, d'ailleurs, il ne vous aime pas, Jean-Claude. Et puis, il me copie. Mais Christine, qu'est-ce qu'il me copie? Il me copie. Une petite fille me copie, donc il y avait l'union, mais il ne fallait pas Dupont-Aignan. Après, comme je ne suis pas tout à fait idiot, j'avais compris, à la première réunion, sous le contrôle de Béatrice Bourges, elle nous a dit, bon, je dois vous dire la vérité, j'ai averti François Copé de notre réunion. Première réunion, j'ai averti François Copé de notre réunion. Donc François Copé lui avait dit, oui, tu peux jouer avec Martinez, ça c'est de la merde, c'est pas grave, mais tu n'as pas le droit de jouer avec Dupont-Aignan, parce que ça c'est 4%, tu nous mets en danger. Donc vous voyez, déjà l'union, et Béatrice Bourges avec Dupont-Aignan. Et puis, troisième exemple, toujours la même journée, nous faisons une conférence de presse à midi. À midi, tous ensemble, et elle se passe très bien. Et il y a Christian Louit, de Lyon, il est avec nous, il parle. À 14h, il fait un communiqué. Ah ben il dit qu'il s'est trompé, à 14h. À midi, il était avec nous devant toutes les caméras. À 14h, il fait un communiqué en disant qu'il s'est trompé, qu'il n'avait pas compris qu'il était avec des fachos, qu'il y avait Martinez, c'était affreux, c'était terrible, et donc il s'est retiré. Je vois Christian Louis, j'ai dit, mais tu es un enfoiré, enfin voyons, bon, on est habitué à des enfoirés, mais quand même. Ah mais écoute, c'est Philippe de Villiers. C'est Philippe qui a vu que cette histoire est en train de, la mayonnaise est en train de monter, et Philippe, dans la perspective, on ne sait jamais si je trouve des sous pour aller à la présidentielle, il a dit, il faut arrêter ça tout de suite. Voilà, l'union des droites. Hein. Donc, 3 exemples. Béatrice Bourges, on doit la virer, elle n'obéit pas. Dupont-Aignan, il me copie. Et l'autre, en forêt, il reçoit l'ordre du Puy du Fou. On stop, tu arrêtes le truc, parce qu'on ne va pas contrôler le truc. Vous voyez, l'union des droites, c'est
Ça peut ne pas être facile, même si par ailleurs, après on adore tous Philippe, je l'ai vu, il m'a embrassé, a chiré, etc. etc. Alors d'où est le blocage? Vous voyez, dans les questions dont on n'a pas le droit de parler, mais bon, moi, comme je suis Bernard Palissy, il y a longtemps que j'ai brûlé les meubles pour faire des émaux, bon, donc je peux parler librement. Le problème vient de l'élection du président de la République au suffrage universel direct. C'est ça qui a perverti toute la vie politique française depuis 1962. À partir... c'est Julien Drey qui dit l'élection du président de la République au suffrage universel les rend fous, y compris Martinez qui est candidat. Voilà. D'où vient le problème? C'est qu'ils veulent tous être candidats. Ben, Dupont-Aignan, il croit qu'il est De Gaulle. Il veut être candidat. Philippe, il attendait qu'un milliardaire lui donne les sous après la mort de Jimmy Goldsmith pour être candidat. Comme il n'y a pas le milliardaire, il n'est pas candidat. Le Pen, il va être candidat. La petite va être candidat. La gamine de Toulon, de je ne sais pas où, là, de la Marion, elle va être candidate. Dupont-Aignan, enfin, je ne sais plus l'autre, Macron, il va être candidat. Ça a lancé une truc de fou, l'élection du président de la République au suffrage universel. Et elle implique qu'il n'y ait qu'un candidat. Et donc, à la question, l'union des droites avec qui? Forcément, derrière le bonhomme qui est candidat. Et comme ils veulent tous être candidats, eh bien, on ne peut pas faire l'union des droites derrière 50 types à la fois. Et il est là, le blocage, mes amis. L'élection du président de la République au suffrage universel en 1962 a été le basculement institutionnel de la France. Tous les Français adorent ça parce qu'ils croient que c'est comme au tiercé, mais c'est ça qui a perverti la vie politique française. On ne peut plus avoir d'union, on ne peut plus discuter. On a monarchisé au mauvais sens du terme à cause de ça. Vous voyez Et puis, deuxième question, et puis je vais en terminer avec ce truc-là. La question impossible, donc on n'a pas le droit de poser. L'union pour qui? Au profit de qui? Je vais prendre des exemples rapidement. Par exemple, l'union au profit de quelle génération? Je prends un exemple. J'ai le choix entre deux choses. Payer des IVG, tout à l'heure, Cécile, ou payer, par exemple, des PEPSCA ou des mammographies numériques. Si je paie 450 € l'IVG, multiplié par 125 000, bon an, mal an, très bien, une centaine de millions. Un appareil IRM ou PEPSCA vaut 1 million, donc ça fait 100 appareils. Soit je choisis électoralement de fonctionner pour les 25 ans, 30 ans, 40 ans, voilà, vous allez de 20 ans à 40 ans, l'électoral, on dit, ben, très bien, vous avez droit d'IVG, une IVG, 2 IVG, au bout de la 3e, vous passez une journée avec Hollande, tout ce que vous... Très bien, très bien. Et là, je balance 100 millions à 450 €. Soit, générationnellement, je choisis l'autre bout. J'ai choisi la dame, 50, 60 ans, qui a commencé par faire un cancer du sein. Le cancer du sein, tranquillement, métastasé, quand on l'a diagnostiqué. Parce que comme il n'y a pas de mammographie numérique, on fait des mammographies de merde. Donc, c'est des faux négatifs. Et donc, on ne fait pas la... si on est à Montpellier, on veut faire une mammographie numérique, on va la faire à Aix-en-Provence, parce qu'il n'y a qu'un appareil à Aix-en-Provence. Donc, on fait le choix. 100 millions IVG ou 100 millions mammographie numérique ou PEPSCAM. C'est deux générations complètement différentes. Je fais une réforme fiscale. Qu'est-ce que je fais pour la réforme fiscale? Je fais une réforme fiscale, je supprime l'impôt sur le capital. Ils veulent tous supprimer l'impôt sur le capital. Il y a 300 000 personnes concernées. Ou je fais une autre réforme fiscale en passant par l'impôt sur le revenu. Là, il y a 17 millions de personnes concernées. Je prends une question politique, Jacques connaît ça. 110 millions chaque année pour le monde politique. 65 autour de 65 millions pour les partis politiques, financement public des partis politiques, et puis après des conneries, je rembourse les européennes, les législatives, ils encaissent tous 900 000 € par candidat qui passe la barre. 900 000 € par candidat au régional qui passe la barre. Multiplié par 5 à peu près qui passe la barre, ça fait 5 fois 9, 45, 4 millions 5. Multiplié par 13 régions, une petite somme. Et ça fait, quand je rajoute un peu les élections et les financements publics, je donne aux partis politiques autour de 110 millions par an. 110 millions, c'est 110 appareils IRM. Un appareil IRM, dans un pays, nous avons le niveau de la Turquie pour les appareils IRM. Il manque 600 appareils IRM en France. En 5 ans de financement public des partis, j'équipe la France d'appareils IRM. Je fais un moratoire sur le financement public des partis politiques, et en 5 ans, la France a l'équipement IRM de l'Allemagne, et je diagnostique des cancers précoces, etc. Vous voyez le choix. L'union au profit de qui? Je fais une union de droite, j'emporte la présidentielle. Je fais quoi de cette victoire? Les financements des partis politiques, c'est pas rien. Marine Le Pen encaisse 13 000 € par jour de financement public, par jour. L'UMP est à 25 000, enfin la bande de l'UMP, 25 000. Le Parti socialiste est à plus de 30 000. L'année prochaine, 1,60 € par voix
85 000 euros par élu, par député élu, quarantaine d'élus Front National, autour de 8 millions de voix. Marine va passer à 34 000 euros par jour de financement public. Par jour. Pas par mois, par jour. Quel est le choix que je fais? Je continue le financement ou je paie des appareils IRM? Vous voyez la question, on n'en parle pas, c'est mal élevé, je m'arrête là. Mais la question, l'union au profit de qui? C'est une question qui existe, mais ce n'est pas la question. Alors, une fois qu'on a quitté la cité interdite, on cesse de parler de ces questions d'argent, ces questions mal élevées. Entre gens de bonne compagnie, on ne parle pas d'argent. Les riches, ils n'ont pas besoin de parler d'argent, ils en ont tous. Et les pauvres, comme ils n'en ont pas, ils n'ont pas besoin d'en parler. Donc, on ne parle pas d'argent entre gens bien élevés. Donc, après, il y a la question banale. La cité des hommes, on fait l'union comment? Et c'est ce que Jacques et que nous tous, et ce que vous attendez. Alors, bon voilà, ben, est-ce qu'on fait l'union par en bas? Ben, on fait l'union par en bas. Donc, à Orange, pour être élu, il faut le faire en 4 fois. Il faut le faire. Moi qui fais 0,8, voilà. Bon. Est-ce qu'on fait l'union par en haut? On réunit des états-majors comme à la grande époque. On réunit marché, on fait le programme commun. Bon, c'est une technique qui marche à gauche. On fait l'union plurielle. Voilà, il y a le choix. Dans l'état de décomposition où on est aujourd'hui à gauche et à droite, c'est plus possible de faire des unions par en haut, à cause de l'élection présidentielle. Vous ne pouvez pas mettre à une table Philippe de Villiers, Nicolas Dupont-Aignan, Marine Le Pen et Tartampion. Vous ne pouvez pas parler de la France, de la civilisation, la chrétienté, tu racontes ces conneries, problème, c'est l'année prochaine, j'encaisse comment? Mes 13 000 euros par jour ou mes 34 heures, la chrétienté, la civilisation, l'autorité, quoi, c'est des trucs de professeurs, ça, c'est pas des trucs de la vraie vie, ça. Donc par en haut, on ne peut pas. L'union par en haut, voilà, ça il ne faut pas, sauf s'il y a une intervention divine qu'il ne faut pas exclure. Bon, ben, si Dieu les éclaire, la main se pose sur eux, bon, j'en sais rien, ils vont à Damas, bon, il y a un éclair d'un seul coup, Marine tombe à la renverse, et l'autre lui dit, mais pourquoi me persécutes-tu? Bon, ou Philippot, d'un seul coup, un jour il va à San Francisco, il y a un éclair, bon, il ne faut jamais exclure ces choses-là. Mais bon, à la dimension humaine, par en haut, sauf intervention divine, c'est pas possible. Par en bas, c'est la seule chose qui peut être faite. Jacques le réussit, Ménard le réussit. Par en bas, on peut faire des petits trucs sympas. On fait des choses qu'on fait par en bas. Bon. Alors en espagnol, on dit aussi, il y a l'union par la mano izquierda. La main par la main gauche, c'est celle qui tient pour le taureau. Et le taureau, il se fait rouler parce que tant qu'il ne va pas, tant que la boulette qui arrive. Donc, on peut faire l'union par la mano izquierda. Bon, on peut faire. Mais bon, à la question, on fait l'union comment? À votre bon cœur. Voilà, c'est la nature humaine. Camus, c'est la condition humaine. Depuis qu'on a quitté le paradis, la quête infinie de l'union. Mais c'est beau. Moi, je suis né à Sète, le jour où Paul Valéry était enterré. Le mythe de Sisyphe. Sisyphe ne faisait pas un travail inutile, il se faisait les muscles. Voilà, bon. À force de rouler le rocher, bon, bah, tout ça, moi, ça fait 10 ans que je fais des listes à 0,8. Bon, bah voilà. Alors, des fois, je crois que je suis Guiton, que je ne suis pas une poussière, que je suis une semence. Voilà. Mais tout ça n'est pas inutile. Voilà, tout ça remplit une fonction. Et puis, que faire en un gîte non songé? Que faire d'une vie? Au niveau de l'espace infini des choses humaines, que je fasse 0,8 ou que je fasse 45, c'est invisible au niveau de la galaxie. Totalement invisible. Donc, je ne suis pas moins invisible que ce que les Macron, Pierre-Paul ou Jacques. Mais voilà. Bon, tout ça, c'est décevant, ce n'est pas un raisonnement. Mais à un moment donné, il faut accepter de devenir grand. Il faut accepter de devenir adulte, c'est difficile de devenir grand, mais il faut l'accepter. L'union, dans le cadre du régime présidentiel, n'est pas possible. Voilà, il faut être abandonné, il faut comprendre. Papa et maman ne seront plus jamais ensemble. Voilà, ils ne seront plus jamais ensemble parce qu'on a tué le roi et le roi faisait la synthèse et le roi faisait l'union. Alors on peut imaginer que le prince Jean, que l'autre le légitimiste, ils arrivent à trouver les carlistes. On peut imaginer qu'ils trouvent un point d'accord. Moi en 2012, j'ai essayé de dégager une candidature royaliste, je les ai fait tous. J'ai cru que j'allais devenir fou, quoi. Je les ai fait tous. Et pourtant, Martinez, la synthèse, ça arrive. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Donc, à l'étape intermédiaire, au point de départ, il y a des questions de la cité interdite. Au milieu, on est chez les hommes, et l'homme est quand même spécial. Hein, voilà. L'homme, il a un néocortex, mais la plus grande partie de la masse cérébrale, c'est du cerveau reptilien. Voilà. Et voilà. Donc, les hommes, Jacques le sait bien mieux que moi, les hommes ne votent pas rationnellement. Les hommes votent avec le cerveau reptilien. Le type de gauche,
Il dit qu'il vote pour la justice sociale. Non, ce salaud, il a des sous, on va lui les prendre, on va lui les voler. Et le type de droite, il vote au nom de l'identité, la France, souveraine grande, mais non, il y a trop de bougnoules, on va les foutre à la mer. Non. On vote avec le cerveau reptilien et on l'habille avec le néocortex. La vulgarité du vote avec le cerveau reptilien est habillée de belles considérations et c'est le néocortex qui met un joli emballage et la gauche vote au nom de l'égalité, de la justice sociale, de l'amour des hommes, etc. C'est salaud, il a des sous, on va lui prendre ses sous par l'impôt sur le capital, par l'impôt progressif, par l'impôt sur les héritages. C'est ça le mécanique du vote. Et chez nous, il y a d'autres mécaniques, c'est enfoiré. Bon, je referme. Alors reste la grande question là où je voulais arriver. Au point de départ, on ne peut pas en parler, on est trop bien élevé, surtout à droite, on a conservé quelque chose, la France éternelle, la finesse française. Les Italiens, quand ils veulent dire que quelque chose est beau, ils disent « et una cosa francese ». Voilà. Quand on veut dire que quelque chose est beau, c'est une chose française. Au milieu, on est chez les hommes, il n'y a pas grand-chose à attendre des hommes, même les chiens ont décidé de se mettre à quatre pattes jusqu'à la fin des temps, parce qu'ils avaient compris qu'il n'y a rien à attendre de leur maître. Voilà. Et donc reste la vraie question, qui est la question finale. C'est l'union pourquoi ? Et l'union, pourquoi faire ? Pour faire quoi ? Pour aller où ? Qui est la question, la destination. Mogendre l'a évoqué, nos amis l'ont évoqué, Béatrice l'a évoqué. Alors, je sais bien que ça fait histoire de bonne sœur, etc., mais c'est quand même l'essentiel. Alors, ça veut dire deux choses. C'est là que je veux en venir. Et c'est mon combat depuis une dizaine d'années, parce que je suis moins fou qu'il n'y paraît. Ça veut dire deux choses. À la question... L'union, pourquoi faire ? Il y a une réponse immédiate que vous allez me donner tout de suite. Et puis, il y a la question, la réponse qui n'est pas immédiate, qui n'est pas vue, qui est lointaine et qui n'intéresse pas les gens. Bon, la question immédiate, vous allez voir, c'est très simple. Je vais me transporter à un moment où personne ne se disputera et donc tout le monde trouvera que j'étais sympathique, amusant, intéressant, rigolo, marrant, etc. C'était à les années 50, il y avait un secrétaire d'État américain, qui s'appelait Foster Dulles, et la grande question, BFM TV n'existait pas, mais enfin si BFM TV avait existé, c'était pas les bougnoules, c'était les Cosaques. À l'époque, on ne disait pas les bougnoules, on disait les Cosaques. Voilà. Et la grande question, c'était le danger à l'Est. Le danger n'était pas au Sud, c'était les communistes. Les communistes, putain, Marie-France Garot, quand elle avait dit les communistes. Donc, moi... J'étais né à Sète, dont Sète était une ville communiste. L'extrême droite commençait à la SFIO, qui était l'ancêtre. Bon, pour les communistes, c'était des gens que je voyais tous les jours. J'étais à l'école. Tous mes instituteurs, ils étaient tous communistes. J'en avais d'extrême droite, ceux-là, ils étaient SFIO. Voilà, j'avais une espèce d'insensibilisation. Je ne voyais pas, moi, ce qu'étaient les communistes. Mais c'était la grande question des communistes. Et c'est la grande question. Les États-Unis avaient décidé qu'on réintégrait l'Allemagne nazie dans le jeu pour lutter contre les communistes. Et on faisait la construction européenne, qui n'a pas été faite, comme on raconte aux enfants, par Schuman et par les mémoires de Jean Monnet. Un jour, Jean Monnet a une idée. Il sait qu'il y a un garçon qui s'appelle Schuman, qui prend le train à la gare de l'Est tous les vendredis en sortant de l'Assemblée nationale pour aller à Nancy. Alors Jean Monnet, il court, il voit Schuman, il leur a dit « Monsieur Schuman, regardez, là, j'ai une idée, là, pour faire le charbon et l'acier en commun. » Alors Schuman lui dit « Ah, mais mon petit, c'est bien, je prends cette idée, revenez me chercher dimanche soir, je reviens dimanche soir. » Jean Monnet, Schuman arrive, il lui dit « Mais c'est bien, mon petit, vous venez mercredi, on fait au salon de l'horloge du ministère des Affaires étrangères, on fait une conférence de presse et on propose aux Allemands de mettre en commun le charbon et l'acier. » Ça, c'est la comtesse de Ségur qui raconte de la construction européenne à Christine Boutin, ou à Beyrouth. La réalité, c'est que les stratèges américains avaient décidé qu'il fallait lutter contre l'Union soviétique, qu'il fallait intégrer, qu'on arrêtait ces conneries, que l'Allemagne était peut-être nazie, elle avait peut-être une moustache, elle avait peut-être une mèche, elle faisait peut-être comme ça, mais il fallait la réintégrer pour lutter. Et donc, Jean Monnet, qui était l'agent des États-Unis d'Amérique, depuis l'âge de 18 ans, il était l'agent là-bas dedans, et bien Jean Monnet a été chargé de monter l'opération, l'inspirateur du général de Gaulle. Bon, voilà, c'était comme ça. Et le Foster Dulles, il avait lancé deux mots qui s'appliquent aujourd'hui à l'égard des communistes, le containment et le rollback. Les contenir et les refouler. Les contenir et les refouler. Et les gens des années 50-60 ont... L'Union soviétique est à 2 étapes du Tour de France de Strasbourg, de Gaulle. On les contient et on les refoule.
Voilà, c'était le mot d'ordre, les contenir et les refouler. Dans l'immédiat, pourquoi l'union politique? Pourquoi l'Union européenne? Pour contenir les rouges et pour refouler les rouges. Voilà. Aujourd'hui, c'est pareil. Pourquoi on fait l'union? Pourquoi il faut faire l'union de droite? Pour contenir Daesh et pour refouler. Voilà. Donc, on contient le nombre de bougnoules et puis après, on les refoule. Voilà. Voilà, dans l'immédiat, pourquoi on veut faire l'union des droites. Les autres, ils voulaient contenir les Russes, contenir les rouges. Maintenant, on veut contenir, je ne sais pas quoi ici, ils sont blancs, noirs, je ne sais pas de quelle couleur ils sont, le drapeau est noir. Voilà. Mais c'est toujours containment et refoulement. Ça, dans l'immédiat, on comprend ça. C'est la vision immédiate. On doit faire l'union des droites parce qu'il faut les foutre à la mer. Voilà. Et on devait faire l'Union européenne parce qu'il faut que les rouges n'arrivent pas. Voilà. Moi, j'étais l'assistant, quand j'étais tout petit, j'avais 20 ans, j'étais l'assistant de Jules Mock. Il n'était pas rigolo, Jules Mock. Hein. Il avait créé les CRS en 1947, des compagnies républicaines de sécurité. Le père Jules Mock. Hein. Et, moi, j'allais l'attendre à la gare de Sète, le père Mock, il avait un nez pas possible. Putain, il vous refroidit ses haricots, vous voyez, le père Mock. Mais bon, c'est pas. Et donc, déjà, lui, son copain Masaryk avait été jeté par la fenêtre à Prague, et donc les rouges, il n'aimait pas beaucoup les rouges. Hein. Voilà un petit peu. Ça, c'est ce que nous voyons tous ici, dans les années 50, c'était les rouges, nous, c'est les bougnoules, et nous voulons l'union pour en terminer, on ne peut plus les voir, matin, midi et soir, ils bouffent, ils mangent, ils chantent, ils font chier, ils font du bruit la nuit, on ne peut plus, ils m'agressent dans le train, ils me mettent les mains aux pieds, partout où vous voudrez, ils gueulent, ils piquent le pognon, ils ont tous le RSA, ils foutent rien. Tout, mais pas eux, l'union, putain, du Pont-Aignan, mettez-vous tous ensemble, virez-les tous. Très bien. Voilà. Je voudrais attirer votre attention. Comment on peut se tromper à un moment donné? Et je vais me transporter pour ne pas qu'il y ait de conflit entre nous. Si je prends 1762, là, c'est assez loin, on ne va pas se foutre sur la gueule, c'est assez loin. 1760. On a perdu. Embêté, on a fait sortir la guerre de 7 ans, qui est la première guerre mondiale. Toutes les puissances connues sont dans le conflit. L'Espagne, la France, toutes les puissances, l'Angleterre, toutes les puissances connues sont dans le conflit et nous perdons le conflit. Perdons les batailles, en dépit de Montcalm, en dépit de Duplessis, dans notre héroïque, comme d'habitude, magnifique, nous perdons. Et donc il faut avoir le traité qui va être le traité de Paris. Choisin les ministres des Affaires étrangères, supposons qu'il y ait BFM TV, et qu'il y ait les infos en direct BFM TV, 1762, à BFM TV, ce qu'on voit à BFM TV en 1762, c'est Saint-Domingue. Il faut garder Saint-Domingue. Parce que Saint-Domingue, les nobles, ils ont des exploitations, et les bourgeois, ils se font pognon fou en faisant le trafic avec les nègres, les esclaves, et en ramenant le sucre, et en ramenant le café. Il faut garder Saint-Domingue. C'est la consigne écrite que reçoit Choiseul. Vous devez garder Saint-Domingue. Vous lâchez tout ce que vous voulez, mais il faut garder Saint-Domingue. Et il va lâcher le Canada. Et le Bernard-Henri Lévy de l'époque, qui est Voltaire, eh bien, il est d'accord. Et il dit, il faut garder Saint-Domingue, parce que Saint-Domingue, il y a du sucre, il y a du café, on lâche le Canada. Voyez, BFM TV, dans l'immédiat, il faut garder Saint-Domingue. Le Canada, c'est une histoire de con, il fait froid, il y a la neige, il y a des trucs, etc. Très bien. Napoléon, qui est un type génial, en plus il est corse, il est allé à Cisco, il s'est foutu sur la gueule avec des Marocains, bon, très bien. Il doit faire la guerre. S'il y a BFM TV en 1802, il faut avoir des sous pour faire la guerre. Je vends la Louisiane, mais la Louisiane va jusqu'au Canada. C'est le tiers des États-Unis. Les Américains m'en donnent un bon prix. 1,5 fois le PIB américain de 1802. Jefferson met sur la table 1,5 fois le PIB américain pour acheter la Louisiane, le tiers des États-Unis d'Amérique. Napoléon, BFM TV, les mecs disent « Ouais, putain, on va faire la guerre, il y en a marre, des trucs, les Autrichiens, les Anglais, merde, la Louisiane, on vend la Louisiane, on a du pognon, on fait la guerre. » Si on avait pensé après, on aurait gardé la Louisiane. Hein. Mais la BFM TV nous a fait qu'il fallait faire la guerre. Vous voyez donc, quand on pose la question de l'immédiat, on fait des conneries fantastiques. Alors, quand on raisonne sur le long terme, et je vais terminer par là, parce que je vois qu'il y a un micro qui se prépare, mais je voulais tenir le plus longtemps possible pour pas qu'il y ait de questions, pour pas me faire engueuler. Voilà. Dans le final du chemin de l'union des droites, c'est pour ça que Jacques Lassanti, il appelle vers le final. Pourquoi? Quelle est la finalité? Quelle est la destination? Pourquoi faire l'union des droites, de gauche, tout ce qu'on voudrait? Pourquoi? Quelle est la finalité même du politique? C'est quoi la finalité du politique? Bon, Jacques répond le bien commun. C'est bien, c'est Saint-Augustin, ou Saint-Thomas d'Aquin même. Bon, c'est bien. Mais qu'est-ce que c'est le bien commun? C'est ce que nous avons en commun.
Et qu'est-ce que c'est qu'on a en commun? La République, il n'y a pas beaucoup. La laïcité, bon, il n'y a plus que Marine pour croire la laïcité. Bon, c'est un commun. Le marché, l'Europe, les droits de l'homme. Mais il y a la moitié de l'humanité qui ne croit pas à ces conneries des droits de l'homme. Qu'est-ce que nous avons en commun? Des valeurs mobilières. Mais tout le monde n'a pas des valeurs mobilières. Il y a d'autres qui ont des valeurs. Qu'est-ce que nous avons? Les 194 nations de la Terre, qu'est-ce qu'elles ont en commun? Les 7 milliards d'êtres humains sur la Terre, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Les arbres de la Terre, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Les chiens, les chats, les poules, les phoques, Philippot, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? La seule et unique chose que les nations de la Terre ont en commun, que les hommes de la Terre ont en commun, que les végétaux de la Terre ont en commun, c'est d'être vivants. Quand on a lancé les 2 sondes, Voyageur 1 et Voyageur 2, elles ont été lancées, le président était Carter. Sagan, le physicien qui a pensé le projet, il est même mort. Quand on a lancé 1976 les sondes Voyageur 1 et Voyageur 2, elles ont fait déjà 2 milliards de kilomètres. Elles ont sorti du système solaire. Elles étaient chargées de capter des signes de vie. Elles avaient envoyé dans l'espace des bruits, le rire d'un bébé, non pas au moment où il était aspiré, mais au moment où il était content. Bon. Et les formules mathématiques qu'on connaissait, le bruit du vent, le bruit d'un tracteur, l'introduction d'un truc de Beethoven, on a envoyé tout ça dans l'espace depuis 1976. On est sorti du système solaire, il n'y a personne qui a répondu. Donc si vous montez sur la Terre, vous dites, il y a quelqu'un? Il n'y a personne qui répond. Le seul endroit où il y a de la vie, c'est ici. Il y a, peut-être dans la galaxie, il y en a, mais dans le système solaire, il n'y en a pas. On trouvera peut-être une bactérie sur la planète de Mars, mais de la vie organisée, c'est le seul endroit. C'est ça que nous avons en commun. Et donc la finalité de l'union des droits de Tartampion, la finalité dernière, bien sûr, c'est le rollback, le container, les bougnons, mais la finalité dernière, le but du politique, c'est de créer les conditions économiques, les conditions sociales, spirituelles, civilisationnelles, pour que ce miracle que chacun porte en lui puisse continuer. Et la grande rupture ne se fait pas. C'était Yann, je ne sais pas où est passé Yann dans sa conférence hier, il est là-bas dehors. Quand il évangélisait hier, il disait nous avons une rupture, etc., une fracture. La grande fracture, elle se fait entre ceux qui croient aux forces de la nuit, Béatrice Bourges, Satan, Sciences Po, et ceux qui croient tous les matins du monde. Il y a ceux qui sont devant le lit de Vincent Lambert, il y a ceux qui arrivent avec la seringue, et il y a ceux qui disent « Putain, mais on est en train de faire la régénération neuronale, le sang artificiel est en marche. » Il y a déjà au Massachusetts Hospital de Boston, il y a quelqu'un uniquement par le courant électrique de sa pensée qui est arrivé à manipuler un bras articulé, qui a bu un café tout seul alors qu'il est tétraplégique. Et si on lui avait foutu une jambe articulée, il aurait foutu un coup de pied au cul du médecin qui voulait le piquer. Bon, voilà. Et tous les gens qui savent ça, la reprogrammation neuronale, la régénération neuronale, la régénération microvasculaire, tous ces gens-là savent qu'il va arriver une vingtaine d'années, on n'amputera plus les diabétiques. Vite, Vincent Vitrial à Marseille, 18 ans, avec le cœur greffé, 18 ans. Bon, il y a les pauvres qui sont en train d'essuyer les plâtres du cœur artificiel, mais ça va se faire, il y aura un Cabrol qui va le faire, un Barnard qui va le faire. Et donc, nous sommes tous préoccupés par le grand remplacement. Mais la grande question du milieu du XXIe siècle, ça va être le grand prolongement. Qu'est-ce qu'on va foutre de millions et de millions de centenaires? C'est ça, tous les chocs économiques, sociaux, qui va être colossal, des centaines de milliers de centenaires, le grand prolongement. Ça va être ça, le grand défi des années 2050. Toujours Saint-Domingue. Toujours penser à Saint-Domingue. C'était pas Saint-Domingue l'avenir, c'était le Canada. Et il est là la finalité dernière, la fin dernière. C'est là où je rejoins Béatrice, Jean-Pierre Maugendre, Cécile. Est-ce que nous avons la capacité de fabriquer, j'allais dire le parti de la vie, c'est trop banal, la capacité de fabriquer le paradigme. Un paradigme, c'est une idée à laquelle on ne sait pas pourquoi tout le monde se met à croire à un moment donné. Est-ce que nous avons la capacité de fabriquer le paradigme politique, l'idéologie politique, la nouvelle idée politique qui sera l'idée du XXIe siècle, qui est l'idée de la vie? Que le grand concept politique du XXIe siècle va être le concept de la vie.
Pour une raison très simple, c'est que tous les problèmes que nous devons résoudre aujourd'hui, problème fiscal avec l'évasion des grandes multinationales, problème de la grande criminalité avec la drogue qui arrive de Colombie, qui arrive sur les côtes africaines et qui remonte ici, problème de la grande criminalité, problème de la grande évasion fiscale planétaire, problème des grandes migrations planétaires, problème de la grande insécurité planétaire, tous les problèmes auxquels sont confrontés les dirigeants français, européens, américains sont tous des problèmes planétaires qui n'ont plus aucune solution nationale, qui ne peuvent plus avoir que des solutions planétaires. C'est ça le drame, c'est que la boîte à outils des hommes politiques ne fonctionne plus. Le type qui réparait une 2 chevaux Citroën avec une clé à pipe, avec une clé à molette, avec un tournevis, il reçoit une bagnole à injection électronique, il ne peut plus la réparer. C'est pas qu'il est voleur, c'est pas que Jospin soit con, que Chirac soit menteur, ils sont peut-être tout ça, mais la boîte à outils qu'ils utilisent ne marche plus parce que les sociétés se sont planétisées. Et donc le défi politique, c'est de fabriquer les outils qui vont permettre de traiter planétairement des problèmes planétaires. Et c'est pas les trucs de cons que les gens imaginent d'un gouvernement mondial. Quand je tire un corner, quand je tire un penalty, que je le tire au Brésil ou que je le tire en France, je le tire selon des règles planétaires qu'applique un arbitre national. Quand je fais décoller un avion de Marignane, il décolle selon des règles planétaires qu'applique un pilote national. Quand je poste une lettre pour les États-Unis, elle est livrée selon des règles planétaires qu'applique un facteur national. Eh bien, ça sera pareil pour lutter contre la fraude fiscale des multinationales. Et pour résoudre les problèmes, il faut des règles planétaires appliquées par des gouvernements nationaux. Il n'y a que Attali, ce gros con, pour croire qu'il y aura un perron de l'Élysée planétaire, avec un mercredi planétaire, un conseil des ministres planétaire, une assemblée planétaire. Mais non, c'est le maire Jacques Bompard, quand il marie quelqu'un, il le marie selon des règles nationales et il met son chapeau d'état civil national. Mais il n'en reste pas moins qu'il est un élu local. Donc il fait le dédoublement fonctionnel. Quand il marie, même quand il marie deux vaches ensemble, etc. Je termine. Vous voyez, et vous voyez la capacité qu'il nous faut ici, et c'est un bon laboratoire, de faire ce grand basculement mental. On est en face de problèmes planétaires qui ne peuvent plus être traités que planétairement. Et il faut, au nom de quoi on le fait? Ça ne peut pas être au nom de la loi, au nom du peuple, au nom de la démocratie. Ça peut être qu'au nom de la vie, parce que c'est la seule chose qui est en commun planétairement. Allez. Et c'est là que vous comprenez que l'intervention de Jacques Bompard va être la plus audacieuse, puisqu'il doit faire la synthèse de nos travaux. Et de Saint-Nobingue à la microbiologie, il lui faut tout son talent et toute son expérience pour faire la synthèse de ce forum de l'Union des droites. Merci à toi, fils. Parlez bien sur le micro, parce que sinon on n'entendra pas. Alors, d'abord, on va essayer de redescendre un peu sur Terre. Alors, d'abord, moi, je tiens à dire que cette réunion, vous venez de le voir d'ailleurs, c'est la réunion de l'amitié. Tous les grands orateurs que nous avons reçus nous ont fait un grand plaisir, c'est d'être là. Ils défendent les mêmes idées que nous et Jean-Claude, qui a bien écouté, va y réfléchir cette nuit pour trouver ce que nous avons en commun, tous, parce que nous avons de nombreuses choses en commun. Donc, d'abord, merci. Alors, j'ajoute que je conclus, mais très provisoirement, puisque Bernard Anthony va animer un dîner-débat qui sera la continuation de notre journée de travail et de brainstorming, et que, donc, je ne conclus pas sur ce que tu dis, j'essaie de conclure sur ce qui a déjà été dit. Donc, l'amitié, le plaisir de se rencontrer, on mène des combats parallèles, similaires, mais ce n'est pas tous les jours qu'on a le plaisir de se retrouver autour d'une table et de s'écouter réciproquement. Vous l'avez compris, je pense que vous l'avez compris, le thème de cette journée de réflexion, c'était l'union des droites. Et Jean-Claude en a longuement parlé, mais en fin de compte, lisez les deux phrases qu'il y a là. Lisez-moi-les. Qu'est-ce qui a marqué dessus? Hein? L'enracinement. Parce que, en fin de compte,
tous les déboires, toutes les tares que nous a décrit avec son talent Jean-Claude Martinez viennent d'une raison simple, c'est que le monde politique institutionnel est totalement déraciné, qu'il vit dans un ghetto, dans des ghettos différents, mais ghettos alimentés par les mêmes sources financières, qui fait que tous ces partis politiques sont des partis asservis et travaillent contre l'intérêt des citoyens, contre le bien commun. Si l'on n'a pas ça en tête, effectivement, on peine à chercher des solutions et gageons qu'on n'en trouvera pas parce que si l'on oublie les éléments du problème, les données du problème, on ne peut pas apporter de réponse. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Chacun, tous les orateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent des solutions. Et je dois vous dire que moi, la Manif pour tous, elle a réalisé en quelque sorte l'union des droites à laquelle je crois. Alors, ce n'est pas une fin, c'est un moyen. Ce moyen n'est pas terminé, il faut le parfaire. Mais si l'on arrivait à structurer les citoyens, non pas autour d'un parti, mais autour d'actions positives, d'actions concrètes, d'actions objectives, eh bien, on n'aurait pas gagné encore, mais on aurait avancé considérablement et le poids politique que nous représenterions serait tout à fait considérable. Donc, c'est vrai que c'est difficile, c'est vrai, mais c'est réalisable. Alors, pourquoi c'est très difficile? Parce que quand on défend le bien commun, quand on ne fait pas partie du système, quand on n'est pas dans un des partis institutionnels, dont fait partie le Front National, je vous en parlerai tout à l'heure, eh bien, on est hors médias. Les médias ne nous traitent pas, nous mettent tricard, et on n'a plus accès aux médias. Et quand on n'a pas accès aux médias, c'est un handicap considérable parce que la télévision en particulier rentre dans tous les foyers tous les soirs et lave le cerveau de ceux qui les écoutent. Et donc il faut pallier à ça, il faut compenser cela. Et la compensation, il n'y a pas 36 manières de la faire. C'est la présence sur le terrain, c'est la discussion avec nos amis, c'est la réorganisation des structures mentales de notre relationnel. Ça prend du temps. Il faut le faire souvent, il faut le rééditer, et c'est un travail considérable. Alors, les gens qui veulent faire carrière politique ne viendront pas avec nous, parce que la solution que l'on leur propose, c'est une solution difficile. Et que quelqu'un qui veut faire carrière facilement. Donc, il va s'inscrire dans un des grands partis. Si celui-là, on ne le prend pas, il va à l'autre. Si l'autre, on ne le prend pas, il va au troisième. Et quand il a fait le tour, si personne n'a pris, eh bien, il va se coucher. Il va faire autre chose. Nous ne sommes pas dans ce contexte-là. Nous nous battons pour une vie humaine. On vous l'a dit plusieurs fois aujourd'hui, mais je vous le répète encore une fois. Aujourd'hui, il y a une trilogie de combats. Il y a 3 combats différents. Il y a d'une part l'islam qui monte, qui est totalitaire, qui n'est pas une religion, c'est une arme de combat. C'est dans le combat prendre le pouvoir. Bon, l'islamisme. Donc il y a ça. C'est une force mondiale. C'est une force mondiale, c'est considérable. Après, vous avez ceux qui ont une foi dans le cadre du christianisme, c'est-à-dire une foi dans un messianisme d'amour de l'autre et de philosophie de développement individuel dans le cadre de lois, qui sont les lois de la vie, dans le cadre des lois de la vie. Et puis, vous avez ce qu'on appelle le progressisme, qui est la volonté de réaliser un homme nouveau qui sera immortel, qui sera préfabriqué, on vous en a parlé plusieurs fois, et qui aura pour vocation, naturellement, d'éliminer l'homme humain que nous sommes, et d'instaurer comme règle le simple bon plaisir de ces nouveaux humains ou de ces extra-humains. Donc, il y a un problème de survie pour l'humanité qui se pose. Et ces tenants du supra-humain sont avec
l'ensemble des puissances financières du monde. Et donc, avec l'ensemble des forces scientifiques du monde, puisque les forces scientifiques, les esprits scientifiques, pour se développer, ils ont besoin de financement. Hein. Donc, il se passe quelque chose d'assez colossal. Quand vous lisez les bouquins de science, vous le voyez, tout ce que je vous dis, hein, c'est écrit. Pas toujours traduit, mais c'est écrit. Donc, il y a un combat titanesque qui se développe entre trois forces. Et nous nous plaçons résolument dans le cadre de l'humanité qui croit accomplir, qui a la volonté d'accomplir une volonté de Dieu, la volonté de Dieu, mais du Dieu vrai. Donc, dans ce contexte-là, nous sommes les désarmés. Nous sommes les désarmés. Et avec ce manque d'armes, il nous reste quand même des moyens d'action. Ces moyens d'action qui nous restent, c'est l'amour que nous portons à notre peuple, la volonté que nous mettons pour défendre ce peuple qui est attaqué, et l'espérance en plus d'un au-delà, de la vie éternelle. Bon. Ce qui fait que, quand même, nous avons des atouts peut-être plus forts que les autres, puisque les autres n'ont pas cette foi-là. Donc, c'est vrai que le combat est difficile, et c'est vrai qu'en fin de compte, nous nous battons pour la vie. Nous nous battons pour la vie naturelle. Je vous l'ai dit en début de matinée ce matin, je vous le redis ce soir avec une dimension un peu différente. Nous nous battons pour la vie parce que l'homme est une création exceptionnelle et nous fabriquons des grands hommes régulièrement, l'humanité fabrique des grands hommes régulièrement, et ces grands hommes ont le mérite d'enrichir l'ensemble de l'humanité. Il serait dommage que tout cela disparaisse pour être remplacé d'une manière systématique par des hommes préfabriqués, comme je l'évoquais tout à l'heure. Donc, le dilemme est lourd, le dilemme est gros. Mais ce n'est pas parce que l'enjeu est colossal qu'il faut partir perdant. Je crois que nous avons tout pour gagner, pour peu que nous ayons le courage de nous battre. Et c'est vrai que la seule arme que je vois, réelle que je vois, c'est l'enracinement. Hein. L'enracinement nous permet de dépasser la désinformation. J'en profite pour parler un petit peu du Front National, puisque vous avez vu, j'ai reçu un coup de fil. C'est la presse qui m'informait que la liste Front National portait plainte parce que hier il y avait le repas du maire et que ce repas du maire, ils considéraient, ils voulaient qu'il soit inscrit dans les comptes de campagne. Alors, le repas du maire, il a une quinzaine d'années, hein, ça fait 15 ans qu'on le fait, on le fait à date fixe. La date de cette année a été fixée avant qu'on ait l'arrêté de fixation de la journée de la réélection. Donc, tout ça est ridicule et montre bien que le représente un grand parti, puisque c'est le premier parti de France, hein, j'allais dire, c'est la première merde de France. Oui, parce que pour moi, je ne vous le cache pas, les partis, ça ne vaut pas grand-chose. Donc, c'est le premier parti de France, et le premier parti de France qui s'attaque au plus petit parti de France vient s'appuyer sur n'importe quoi, parce que, manifestement, il pense qu'il ne gagnera pas cette élection. Alors, que ce soit un motif supplémentaire de nous dynamiser, de mobiliser nos amis, parce que j'étais très confiant sur ce résultat, mais cette attitude me rend encore plus confiant. Alors, nous travaillons à la reconquête en pensée et en acte, parce que la reconquête, c'est pour faire quelque chose, tu le disais très bien, c'est pour faire quelque chose, oui, c'est vrai que c'est pour sauver notre région, notre pays, pour sauver l'Europe, que nous aimons, je vais vous en parler, mais pour sauver l'ensemble de la planète. Parce qu'il est bien évident, je vous le redis, que si c'est l'islam qui gagne, ça va être le totalitarisme, les femmes que l'on épouse à 6 ans et qui doivent être voilées toute leur vie. Si c'est le matérialisme qui gagne, c'est la disparition de l'humanité. C'est quand même pas rien. Bon. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit que j'allais vous parler ? J'ai perdu. Bon, ça va, moi. C'est le danger de l'improvisation. Donc, qu'est-ce que nous voulons faire ?
Hein, nous voulons bâtir un monde d'équilibre, de beauté, de respect mutuel. Et ça, aujourd'hui, quand vous voyez les informations nationales, ça vous paraît fou. Hein? Comment peut-on rêver de bâtir un monde ordonné, équilibré, dans lequel il n'y a pas d'insécurité, ou il y a une insécurité normale, parce que les hommes sont des hommes, et donc quelquefois ils dérapent, et les femmes sont des femmes, et quelquefois elles dérapent. Donc, un monde normal, un monde où il y ait du travail pour tous, où la vie soit équilibrée, etc. Et quand vous regardez les informations, si vous regardez les informations ce soir, vous direz, mais le bon pas, il est pas terminé, parce que comment peut-on rêver à un tel monde, alors que l'insécurité est la règle, on tue aux USA, on égorge un peu partout, la guerre, elle est partout. On envoie des bombes sur la Croix-Rouge ou sur le Croissant-Rouge, etc. Or, je vous le dis très simplement, à Orange, nous sommes arrivés à rétablir un monde quasi équilibré. C'est pas équilibré, hein, mais quasi équilibré, et qui montre bien que si l'on étendait ce que l'on a fait à Orange et à Bolène, si on l'étendait à l'ensemble du pays, eh bien, on retrouverait le pays de nos pères avec les équilibres qu'il y avait alors, et le fait qu'il n'y avait pas de chômage, qu'il n'y avait pas d'insécurité, enfin une insécurité normale, que la vie était normale, qu'il y avait du travail pour tout le monde, ce qui est le fondement de toute société. Donc, ce pourquoi nous nous battons est possible, puisque nous arrivons à faire localement, dans un cadre national et international dramatique, quelque chose de relativement tolérable. Donc on peut, pour ça il faut vouloir. Et non seulement il faut vouloir, mais il faut s'y attacher et y apporter ce que l'on peut. La Ligue du Sud, c'est l'inverse d'un parti politique. Hein, vous savez qu'on n'exige jamais rien. On n'exige rien parce que on considère que chacun doit y apporter ce qu'il a envie d'y apporter. C'est ça l'action politique réelle, humaine. On fait ce que l'on pense devoir faire et on est toujours content de ce que vous faites. Mais c'est vrai que plus on fera, plus les choses avanceront vite. C'est vrai qu'aujourd'hui, notre structure, elle est efficace surtout sur notre circonscription que nous avons bâtie avec vous, avec Marie-Claude et avec d'autres. Mais c'est vrai qu'il y a à faire sur les autres coins du département. On présentera sûrement d'autres candidats, peut-être pas partout, mais on en présentera sûrement au moins à Cavaillon et peut-être ailleurs, à la mesure de votre participation. Parce que c'est vrai que plus nous sommes nombreux, plus nous sommes efficaces et plus nous pouvons avoir des résultats. Et que l'action politique, c'est l'auberge espagnole. On y trouve ce que l'on y apporte. Alors, ceci étant dit, je ne vais peut-être pas vous lire mon discours. Je ne vais pas vous lire mon discours, ça va vous casser les pieds. Je suis très heureux que nous ayons fait cette réunion qui n'était pas une université, c'était quoi? C'était autre chose. Un forum. Donc, je suis très heureux d'avoir fait ce forum. On le fait à peu près normalement tous les ans. Je pense qu'on le fera l'an prochain. J'espère qu'on avait des orateurs magnifiques, une participation intéressante. Je crois qu'il faudrait travailler un peu pour la participation soit plus grande, parce qu'elle pourrait l'être et cela donnerait plus d'efficacité à nos actions. Je crois que on fait beaucoup. Je crois que ça se sait quand même, ce que l'on fait. Hein, nous utilisons tous les moyens que nous avons de propagande, tous les moyens que nous avons à disposition. On utilise Internet. Pour la 4e circonscription, on distribue tous les 4-5 mois le journal député où il y a tout ce que je fais, enfin, ou une partie de ce que je fais, ce qui permet que les habitants et les électeurs, a priori, de cette circonscription sont beaucoup plus au courant des actions de leurs députés que dans tous les autres, dans les 576 autres circonscriptions qu'il y a en France, parce que tous mes collègues s'appuient sur leur parti
et donc se moquent complètement de leur électeur. Ils ont la télévision pour ça. Moi, n'ayant pas la télé, je travaille autrement. Je travaille beaucoup plus. Quand je suis à Paris, je travaille beaucoup. Charles, que vous avez vu, me fait travailler, parce que c'est vrai que si le travail n'était pas préparé, je ne pouvais pas le faire. Donc il me fait travailler beaucoup et on essaye de faire savoir autant que faire se peut ce que nous faisons, et je crois que nous faisons avancer les choses. Chaque fois qu'on travaille, chaque fois que l'un d'entre vous travaille, on ne sait pas le résultat. Hein, on ne mesure pas l'impact qu'a votre action. Mais soyez sûr que chaque fois que vous faites quelque chose pour vos idées, eh bien, les choses avancent. Et quelquefois, elles avancent beaucoup plus que ce que vous pouvez croire vous-même. Donc, cette journée, c'est une ode au travail politique, avec un petit peu tous les courants non corrompus et tous les courants éminemment dignes de notre mouvance de pensée. Et je crois qu'il faut se rappeler que le bon chemin, c'est toujours le chemin le plus difficile. Donc, je vous enjoins, non pas de croire à la poupée qui tousse, parce que quand la poupée tousse, c'est qu'elle a un disque qui la fait tousser, non pas parce que c'est elle-même qui tousse. Il faut croire aux choses réelles, il faut croire à la qualité, aux qualités humaines, il faut les encourager, il faut croire au travail militant, il faut croire que vous pouvez porter votre pierre à l'édifice, et que si chacun porte sa pierre, eh bien les choses avanceront, et que peut-être on aura un président de la République, qui sait, hein. J'ajoute que ce ne sera pas moi.